Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, salut à tous et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de votre émission Le Grand Déballage. Nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir ce jour le docteur Émile Pargui-Paré, analyste politique. Il est à la tête de l'école de formation politique Kwame Nkrumah, donc créée par le parti au pouvoir, le MPP. Docteur Émile Paré, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de l'émission Le Grand Déballage. Ce n'est pas la première fois que je vous reçois, c'est un plaisir pour moi. Alors, comment va le docteur Émile Pargui-Paré? Bon, le docteur Émile Paré, vous le voyez devant vous, se porte en tout cas physiquement très bien, moralement très bien et toujours reste en tout cas alerte du point de vue de la chose politique parce qu'en tant que DG de l'école Kwame Nkrumah, je suis toujours à pied d'œuvre pour effectivement faire les réflexions politiques, comme je l'ai toujours dit, scientifiques, sans parti pris, sans a priori. Est-ce que vous n'êtes pas sorti esquinté de la campagne électorale? Bon, esquinté c'est trop dire, mais vous savez très bien qu'il y a le poids de l'âge. Les gens de ma génération que vous connaissez très bien, Dr Salif Diallo, que ce soit le président Roch, que ce soit le président Simon, nous sommes plongés dans la chose politique depuis le mouvement étudiant, donc depuis les années 78. Et chemin faisant aujourd'hui, au haut de mes 63 ans, dans 2 mois, j'aurai 63 ans et je serai à la retraite. Alors, ce fut difficile pour nous cette campagne, mais bien entendu, vous vous souvenez, lorsque j'ai fait mes 60 ans, j'ai eu à dire le docteur Paré Émile va reculer un peu de la géopolitique et se consacrer à une formation et à la réflexion. Donc, chemin faisant cette campagne, je n'ai pas été actif en tant que tel pour sillonner comme en 2005 l'ensemble des villages, l'ensemble des provinces. Je me suis consacré uniquement au grand meeting du président Roch, puis à l'action de soutien des jeunes loups que nous avons déployés sur le terrain au niveau du Nayala. Donc je ne sors pas fatigué. Voilà, 63 ans, oui. Dont une grande partie de votre vie consacrée à la politique. Hein? Ah oui, je peux dire même que toute ma vie a été consacrée à la politique. À partir de quel âge vous avez commencé à vous intéresser aux questions politiques? Du point de vue de l'activité politique, oui, je dois dire que j'ai commencé par le mouvement syndical. Oui. Vous voyez, j'ai fréquenté au petit séminaire de Tchankui, puis au collège de Tounouma. Et très tôt au collège de Tounouma, nous sommes rentrés dans l'association des scolaires. Collège de Tounouma à Bobo-Dioulasso. À Bobo-Dioulasso. Et nous avons dû rentrer dans les mouvements scolaires et arriver à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. J'ai plongé dedans et je fus rapidement un des hauts dirigeants de l'UGF à l'époque. Et je suis rentré durant la révolution d'août en 1986. Très vite, je suis rentré CDR de Dakar, puis j'ai fait la révolution. Et puis la démocratie est venue. Donc vous voyez que c'est... Oui. Donc c'est une succession logique d'événements. Hein. Ça veut dire tout simplement qu'Émile Paré n'est pas un parvenu politique. Non, tout le monde me connaît sur la scène politique. Si vous prenez les gens de ma génération, ils savent que depuis le secondaire, je suis dans l'activité politique. Au point que j'ai dû ne pas accompagner ma carrière professionnelle. C'est bien vrai que j'ai continué à consulter en tant que médecin jusqu'en 2014. Mais je pouvais davantage accompagner la spécialisation, puis l'enseignement véritablement à l'université qui me tenait cher. Est-ce que vous le regrettez? C'est au détriment donc, de ma carrière professionnelle que je suis allé en politique. La politique au détriment de la carrière professionnelle, est-ce que vous avez un sentiment de regret aujourd'hui? Non, aucun sentiment de regret. Oui. Quand vous me voyez, en tout cas me déployer au sentiment de regret. Je dois dire que sur le plan professionnel, tous les médecins de ma génération, et même les jeunes médecins qui m'ont succédé ont un profond respect pour moi. Parce que j'ai exercé quand même médecin-chef du CHR de Arjoin, du CHR de Kaya, puis médecin-chef du CHR de Gawa, médecin-chef de la clinique des travailleurs avec le professeur Lankwande aujourd'hui, et médecin-chef des urgences médicales de l'hôpital Yadago. Je suis le premier médecin-chef des urgences, et pendant 7 ans, avant d'aller à l'Assemblée, j'ai requitté l'Assemblée 10 ans. Oui. Donc, je consultais à Gounguin, centre médical de Gounguin. Je crois que je suis resté dans le milieu et j'ai continué à enseigner de 1995 à 2014 au niveau de l'École nationale de santé publique que je dirige aujourd'hui. Voilà. Donc, il n'y a pas de regret. Pas de regret, mais on a l'impression aussi que votre vie de médecin n'a pas été suffisamment bien rémunérée parce que quand on avait vu les salaires des médecins, c'était tout de même dérisoire pour toutes ces années d'études et de rémunération qui vous attendaient sur le terrain. Bon, je dois dire que la carrière de médecin, c'est un sacerdoce. Hein. Et si vous suivez bien les médecins, tout le temps, moi-même qui enseigne à l'École nationale de santé publique, j'ai eu toujours à dire, celui qui veut être riche, il n'a qu'à aller ailleurs.
on ne peut pas être médecin, agent de santé et chercher la richesse. Mais par contre, on on ne peut... pas médecin non plus pour finir dans la précarité. Il faut qu'on le comprenne. Par contre, je suis d'accord, parce que c'est pour ça, d'ailleurs, j'étais militant actif du Chincha, pour améliorer les conditions de vie et de travail des médecins, des agents de santé en général. Et bien entendu, les régimes qui se sont succédés n'ont pas donné un cachet particulier à l'agent de santé. Même le coronavirus qui passe, bien des pays ont saisi l'effort fait par les agents de santé pour améliorer leurs conditions de vie et de travail. On ne l'a pas vu au Burkina. Hein? Vous avez des pays comme la France, ailleurs, qui ont eu à dire « Ah, les agents de santé, ils souffrent ». Donc, on a amélioré leurs conditions de vie. Moi, je suis partisan de cela. Et notre vieille génération, vous voyez, j'ai commencé la médecine et mon premier salaire, c'était 110 000. 110 000. Et je termine à moins de 500 000. Ah, vous allez partir à la retraite à 63 ans avec moins de 500 000 francs. 500 000 francs. 500 000 francs de salaire. Oui, toute ma carrière. Ça veut dire qu'il y a ma carrière de 86 à 2021, ça vous fera combien? Ça va être près de 33 ans de carrière. Je vais de 110 000 à 500 000. Ah, le bulletin est là. Hein? Il y a de quoi décourager. Une fois, j'ai présenté mon bulletin, j'ai parlé de mon bulletin au président Roch. Il dit, vous voyez comment je m'en vais à la retraite. Il a rigolé. Il a rigolé. Oui, il a rigolé. Il a dit, bon, si tu as besoin d'argent, tu viendras me voir, je vais te donner un peu. Mais vous voyez bien que ça, il faut reconnaître que les agents de la santé, particulièrement les médecins, ne sont pas bien traités. Il faut avoir le courage de le dire. On n'a pas besoin d'être d'abord à l'opposition pour le dire. On n'a pas besoin d'être dans le gouvernement pour ne pas le dire. Il faut le dire pour que le régime, effectivement, soit très préoccupé pour les générations futures. Parce que ce que vous faites comme témoignage ici, partir à 63 ans, après 36 ans de service, avec moins de 500 000, les jeunes qui veulent être des médecins aujourd'hui, il y a de quoi être découragés par ce parcours-là. Bon, mais c'est ça la difficulté aujourd'hui avec cette jeunesse. Vous savez que la jeunesse actuelle ne veut même plus exercer dans les hôpitaux. Mais un médecin, ils ne veulent pas hésiter dans les hôpitaux. Ils aiment être dans les bureaux ou être dans des projets où il y a des ristournes, où il y a des perdièmes, ou des choses. Les jeunes là ont tendance aujourd'hui à fuir la clinique médicale. Et aujourd'hui, aucun jeune, mais un médecin qui fait la clinique médicale, son salaire ne lui permet même pas de payer une bonne Yamaha. N'en parlons pas d'un véhicule. Alors, c'est ça qui amène les médecins à aller consulter dans les cliniques privées. Est-ce que vous pensez que c'est normal qu'on fasse 8 années d'études, peut-être même 12 années avec 4 ans de spécialisation pour sortir avec des salaires aussi bas alors que d'autres fonctionnaires sont mieux payés que ces gens, alors que ces médecins-là, ils tiennent notre vie dans leurs mains, comme on dit. Non, mais j'ai toujours dit aussi que c'est une question de lutte politique, de lutte syndicale. Okay. Si un corps a lutté syndicalement pour améliorer ses conditions de vie, et il a 800 000 francs par mois. Vous voulez parler des magistrats? Oui, entre mais il ne faut parenthèses, pas se lamenter. Les médecins ne doivent pas se lamenter et se comparer. Les médecins n'ont qu'à lutter pour aussi avoir une amélioration de ses conditions de vie. Donc, moi, j'ai toujours dit au monde du travail, ah bon, les médecins sont payés comme ça, pourquoi pas moi? Les magistrats sont payés comme ça. Non, il faut se battre dans ton corps pour améliorer tes conditions de vie. Mais si le pouvoir est regardant sur le secteur de la santé, il doit savoir qu'il y a problème sur le salaire des médecins. Je dois vous dire que j'ai toujours cité le président Houphouët-Boigny en exemple. Houphouët-Boigny, à un moment donné, a décidé de dire que la santé est prioritaire, l'éducation est prioritaire. Il a doublé le salaire des enseignants, il a doublé le salaire du corps médical. Mais donc c'est une question de volonté politique. C'est une question de volonté politique et d'engagement syndical du monde du travail pour poser les vrais problèmes des travailleurs. Moi, j'ai été Chincha depuis 1986 jusqu'à maintenant. Mais comme maintenant... On a le syndicat des médecins aussi qui a vu le jour au Burkina. Est-ce que ce syndicat ne peut pas contribuer à ce qui est véritablement un changement aussi? Le syndicat là peut contribuer, mais il faut savoir qu'à notre temps, le monde médical n'était pas nombreux. On n'était pas nombreux. Les médecins, ça se comptait du bout de doigt en 1986. C'est à fait que nous avons fait un syndicat commun, Chincha, dans lequel je milite toujours, qui était un syndicat commun de tous les agents de la santé et de la santé même, santé humaine et santé animale. Donc le syndicat est historique pour nous, nous sommes là-bas. Mais la jeune génération de médecins a estimé qu'ils sont suffisamment nombreux et que souvent leurs problèmes ne sont pas pris en compte dans le grand ensemble et ils ont décidé de créer un syndicat. Je pense que c'est à eux de se battre
le CIMEB. Ça s'éclate un peu à tous les niveaux, tout à fait. Il y a le CIMEB, il y a aussi le syndicat des sages-femmes et d'autres groupes aussi qui ont décidé de créer leur syndicat. Il y a le CIMEB, il y a le syndicat des sages-femmes, le syndicat des infirmiers et bien sûr, il y a le grand Chincha. Mais je pense que de plus en plus... Est-ce que cet émiettement-là contribue à davantage de précarité pour le monde du travail dans le domaine de la santé? Parce que s'il n'y a pas un regroupement, on ne peut pas obtenir des acquis dans la lutte. Non, je suis d'accord que l'émiettement diminue la force du syndicat. Mais de plus en plus, eux-mêmes, ils sont conscients de ça et ils ont tendance à créer un front et une fédération des syndicats, l'intersyndicale de la santé. Je pense que s'ils arrivent à faire l'intersyndicale de la santé, vous savez, le boom syndical s'est installé ces dernières années. Mais sinon, il n'était pas facile de créer un syndicat et d'être un syndicat de lutte. Mais le boom syndical a fait, la démocratie a fait que le boom syndical est là, tout le monde veut créer, mais les gens se rendent compte qu'il faut aller aux grands ensembles. Vous avez la CGTB qui a lutté dans le cadre d'un front. Et je pense que dans le monde médical, il faut également l'intersyndical, un front syndical. Est-ce qu'il faut une confédération aussi des travailleurs de la santé, des syndicats de la santé? Quelle que soit la forme, que ce soit une confédération ou une fédération. Comme, par exemple, il y a une fédération comme au niveau de l'enseignement supérieur, le FS Inter. Donc, eux, ils ont une sorte de fédération. Et la tendance aujourd'hui, peut-être une centrale. Vous avez vu aux finances aussi, il y a eu cette fédération. La tendance aujourd'hui du mouvement syndical, ils ont conscience qu'il faut, au lieu de créer plusieurs syndicats dans le même domaine, bon, il faut véritablement une fusion. Il faut même, ou à défaut, une confédération. Il y a déjà les grandes confédérations, mais on peut faire toujours des fédérations. À vous entendre, docteur Paré, pour vous, il faut que les jeunes luttent pour avoir de meilleures conditions de vie et de travail. Ah oui, seule la lutte paye. Alors, seule la lutte paye. On sent que ça bouillonne au niveau des écoles de santé publique. Vous en êtes le directeur général, donc vous soutenez la lutte qui est menée actuellement. Non, dire qu'on soutient la lutte, je dois dire que la liberté syndicale doit s'exprimer au Burkina. Ce n'est pas parce que les agents de la santé commencent à gréver, commencent à marcher, commencent à faire des sittings, que c'est une mauvaise chose. Ça montre le dynamisme quand même dans le mouvement syndical. Moi qui suis un syndicaliste véritablement de tout temps, je ne peux pas empêcher les agents de la santé, particulièrement les élèves, de s'exprimer. Bon, mais l'essentiel que ce soit dans le cadre vraiment de l'expression démocratique. Le problème qui est posé au niveau de ces attachés de santé, j'aurai l'occasion, à travers une conférence de presse, de détailler quels sont les problèmes et comment nous comptons les résoudre. Parce que c'est un problème pédagogique. Ce n'est pas un problème de salaire. Ils ne demandent pas de leur ajouter 500 francs. Ils ne demandent pas de construire des classes. Ils demandent simplement de voir le programme pour lequel ils sont engagés pour être formés. Eh bien, les encadreurs spécialistes disent que ce programme n'est pas adapté. Et ils demandent à l'INSP de revoir le programme. Mais on ne peut pas revoir un programme en 2 jours. Donc, nous sommes dans une discussion avec le SAMU. Vous n'êtes pas contre, naturellement, des modifications au niveau du programme? Pour vous, cela ne pose aucun problème? Mon point de vue est très clair. Vous savez, quand j'ai été nommé DG de l'INSP, j'avais un engagement majeur, à savoir universaliser les filières de formation. On a élevé le niveau de recrutement des infirmiers et sages-femmes à niveau bac. Donc, ils vont sortir avec la licence et 2 ans plus tard, sortir avec le master. C'est une innovation majeure. Dire qu'un infirmier a la licence, après il a le master, après il va au doctorat, c'est une innovation. Il peut prétendre même être médecin, hein. Il est rentré infirmier, il peut sortir médecin. Non, il sort docteur. Attaché de santé. Non, il peut sortir docteur en sciences infirmières, en sciences magnétiques. Mais comme docteur en médecine, mais il n'aura pas le statut de médecin. Non. Mais même s'il a les mêmes compétences, les mêmes niveaux. Il ne peut pas avoir les mêmes compétences. Un médecin a une formation qui est bien, avec un curriculum bien formé. Un pharmacien, curriculum bien formé. L'infirmier, curriculum bien formé. Mais chacun peut aller jusqu'au doctorat, comme en philosophie. Il y a des docteurs en philosophie, docteurs en économie. Donc, il y a docteurs en sciences infirmières, mais qui n'ont rien à voir avec docteur en médecine. Bien sûr, ses compétences ne sont pas les mêmes. Donc, un docteur en sciences infirmières, il ne va pas consulter pour aider des diagnostics comme les médecins, etc. Mais il a d'autres domaines de compétences. Alors, c'est pour dire que ce problème qui est posé, moi, j'y suis arrivé, il a été donné des instructions par l'OAS, l'Organisation ouest-africaine de santé, basée au Burkina et à Ouagadougou, de se conformer au programme OAS harmonisé de l'espace CEDEAO. Donc, pendant 2 ans, j'ai relu tous les programmes.
pour les mettre en conformité avec l'OAS de façon à ce que les enfants, quand ils vont sortir, leur diplôme soit reconnu dans l'espace CEDEAO et dans l'espace OAS. C'est dans cette relecture qu'il y a des problèmes. On ne peut pas manger des omelettes sans casser des œufs. On ne peut pas cuire une omelette sans mettre le feu. Donc, dans ce processus de relecture, il y a des révisions sur certains aspects que nous avons élagués pour être en conformité à l'OAS. Et c'est ce qui n'a pas plu donc, aux encadreurs. Pas discuter avec les encadreurs et les délégués des élèves préalablement avant d'en arriver à ces réformes-là. Le minimum, c'était d'avoir quand même un dialogue avec toutes les parties. Pour tous les programmes, Ismaël, nous avons pris une procédure de relecture par atelier. Et l'atelier regroupe tous ces spécialistes. Tous les spécialistes dans le domaine. Par exemple, si nous voulons lire le programme des sages-femmes, nous associons, ou bien des spécialistes sages-femmes, nous associons des gynécologues, des professeurs. Le professeur Lankwande a été associé. Chirurgie, nous associons des professeurs de chirurgie. Ce sont nos encadreurs, nos partenaires dans le SAGE et même dans le cours théorique. Et nous avons toujours associé, mais les médecins, les spécialistes ont donné leur point de vue sur la relecture. Bon, bien entendu, nous aussi, nous avons le devoir, en tant que directeur général de l'école, de dire qu'il faut se conformer au programme de l'OAS. Bon, eux, ils disent, le programme de l'OAS, dans ce domaine-là, ne permet pas de sortir des agents compétents. Qu'est-ce qu'on doit faire? Quel choix je dois faire? Il y a eu des débats, mais c'est de l'atelier que sont sortis les résultats du programme actuel. Donc on est dans une situation où le Burkina a le dos au mur, ou même vous n'avez même pas le choix, à la limite, quand on vous écoute attentivement. On a le dos au mur. Si nous ne voulons pas appliquer le programme de l'OAS, bon, on va donner des diplômes. Est-ce que la finalité pour vous, des diplômes made in Burkina. Ça veut dire que les diplômes qui seront délivrés ne pourront pas sortir des frontières du Burkina Faso. Mais les infirmiers d'État, ils ont trop de problèmes actuellement pour sortir. Vous savez que dans les autres pays de l'espace CEDEAO, il n'y a pas accoucheuse, il n'y a pas agent itinérant de santé, il n'y a pas accoucheuse de brevet. Il y a infirmier I2. Tu vas aller vendre ça où? Tu vas aller vendre à Yaba ou à Toma ou je ne sais pas, au Ganzourgou. Mais avec les réaménagements que nous venons de faire et les réformes, l'OAS reconnaît maintenant que nous avons un diplôme où, si l'agent de santé sort, il pourra exercer dans tout l'espace CEDEAO. Il peut aller s'installer à Abidjan, il peut travailler dans une clinique au Togo, même au Nigeria. Mais en plus de ça, il peut briguer les postes dans les organismes internationaux. Est-ce que vous avez beaucoup d'infirmiers qui sont dans les organismes internationaux? Vous n'en avez pas beaucoup. Il y a quelques-uns qui passent parce qu'on te demande l'équivalence du diplôme. Et pendant longtemps, les autres pays ont élevé le niveau de recrutement des infirmiers et sages-femmes au niveau bac. Ça fait plus de 10 ans au Sénégal, plus de 10 ans à Abidjan. Et nous, on a traîné ici niveau terminal. Qu'est-ce qu'un niveau terminal? N'importe quel damadama se lève, il fait cours du soir, il vient t'amener un diplôme et sur un papier qu'il a niveau terminal et il s'inscrit au cours d'infirmier. Et quand tu regardes leur capacité intellectuelle, certains, ça laisse à désirer. C'est ceux qui sont à l'université, qui ont arrêté l'université, qui sont venus s'inscrire I2. On sent la différence. C'est eux qui arrivent à suivre avec compétence les choses. Donc, il a fallu que l'OAS tape du poing sur la table pour nous permettre de passer à l'universalisation. Donc, cette réforme-là, il n'y a pas raison de faire marche arrière là-dessus. Hein. C'est clair, c'est consommé. Non, actuellement, nous sommes en discussion avec les encadreurs. J'ai rencontré le professeur Nazingouba pour discuter avec eux. Bon, j'ai dit, bon, ils n'ont qu'à revenir, on va discuter de leurs préoccupations parce qu'ils sont convaincus que le programme OAS, tel que nous l'avons élaboré, ne peut pas permettre de former des agents anesthésistes compétents. Parce que l'anesthésiste est un domaine assez particulier. Donc nous sommes en train de voir avec eux comment nous allons prendre les anesthésistes, les mettre hors du système et voir quel est le programme qu'ils peuvent nous proposer. Sinon, je n'ai aucune volonté de former des agents incompétents. Pour qui connaît Dr Paré-Emile, dans mon cursus, on ne m'a jamais reconnu incompétent. On a aujourd'hui quand même beaucoup de médecins anesthésistes. Hein. Au début, il n'y en avait pas assez. De plus en plus, quand même, il y a beaucoup de jeunes médecins qui sortent de l'anesthésie. Ça va à ce niveau? Oui, bon, ces dernières années, on a constaté, vous savez, il y a eu un mouvement des anesthésistes, des attachés à l'anesthésie tout récemment, et on a constaté qu'il y a un vide grave
au niveau des médecins anesthésistes, on n'en a pas beaucoup. En termes de déploiement sur le territoire, toutes les villes ne sont pas pourvues en médecins anesthésistes et réanimateurs? Non, toutes les villes ne sont pas pourvues. Tous les chercheurs même ont des problèmes. Et puis, un seul médecin anesthésiste ne peut pas vous permettre d'opérer ce nombre de cas opérés. On va opérer en gynéco, on va opérer en traumato, on va opérer en chirurgie viscérale. Vous comprenez que le seul médecin anesthésiste ne peut pas couvrir. Donc, l'insuffisance est criarde et on le reconnaît. C'est ça qui a amené les docteurs anesthésistes à dire qu'il faut injecter une dose de formation, de pouvoir déléguer aux anesthésistes. Mais nous, nous sommes une école sous le couperet de l'OAS. Bon, nous, on ne peut pas prendre la responsabilité de faire un programme qui n'est pas conforme à l'OAS. En tout état de cause, il y a beaucoup de recrutement de médecins anesthésistes ces dernières années, mais ils sont toujours en formation. Je crois que l'an passé, nous avons recruté 30 anesthésistes en formation. Je pense qu'il y a 2 ans, c'était combien? Donc, dans les années à venir, on pourrait avoir un médecin, mais ce sera toujours insuffisant et on fera appel aux attachés en anesthésie. Mais on va discuter, parce que ce qui est un peu problématique, c'est même professeurs anesthésistes qui sont à l'OAS et qui discutent des programmes. Bon, nous ne faisons qu'exécuter le programme que l'OAS a exécuté. Bon, on va discuter pour voir et à ce niveau, comment on peut adapter bon, la formation au cas burkinabé. Alors, et sur ce cas de figure, quel est l'appel que vous avez à lancer à ceux qui sont actuellement en mouvement? Non, l'appel que j'ai dit à mes étudiants, mais ils n'ont qu'à rester tranquilles. Nous sommes en discussion avec la société savante d'anesthésie pour voir comment on va adapter le programme. Bon, je me dis que d'ici lundi, la société d'anesthésie va se réunir, nous faire un calendrier de proposition de relecture du programme. Mais, en fait, le problème se pose pour la 2e année. Pour cette année, nous allons demander à la société d'anesthésie s'ils veulent qu'on revienne à l'ancien programme. Nous allons les laisser appliquer l'ancien programme. Mais pour la 2e année... Mais avec le risque, avec le risque que ce diplôme peut être contesté par l'OAS. Et ce ne serait pas bien non plus pour les étudiants. C'est ce que moi je ne veux pas. Donc, on va trouver un terrain d'entente. Apparemment, vous êtes entre 2 feux. Mais je suis entre 2 feux. Oui. Je suis entre le marteau et l'enclume. Mes collègues médecins anesthésistes estiment que le programme OAS n'est pas bon ou bien ne prend pas en compte les spécificités nationales. Et moi, j'ai la volonté de vouloir me conformer au programme OAS pour permettre aux agents de sortir avec des diplômes reconnus par l'OAS. Et s'il y avait un choix à faire, et s'il y avait un choix à faire de façon catégorique, vous allez plaider pour les élèves ou bien vous, vos collègues enseignants? Ismaël ne me demande pas de faire un choix. Moi, je suis le directeur général de l'INSP. Je discute avec mes collègues anesthésistes pour qu'ils m'assurent que malgré l'introduction du volet national qu'ils veulent faire, ils n'ont pas tort aussi, puisqu'il n'y a pas de médecins anesthésistes en province. Donc, il faut leur donner des compétences qui dépassent, à mon avis, les attachés. Mais cette question, j'ai dit, s'ils sont capables de nous assurer que l'OAS va toujours reconnaître le diplôme en dépit de ce qu'on ajoute, moi, je ne trouve aucun inconvénient. Voilà qui est clair. Évoluons dans l'émission Parlons politique. Apparemment, vous êtes médecin, mais vous aimez beaucoup la politique. Donc, du coup, ouvrons ce gros chapitre consacré à la politique. Roch Christian Kaboré, réélu président pour un dernier mandat de 5 ans. Dès le premier tour, le coup KO, vous l'avez vu venir, vous avez lutté pour cela, ou bien c'est la personnalité de l'homme même qui vous a permis d'avoir ce coup KO-là? Ah non, on l'a vu venir. J'ai dit, il n'y a pas de héros solitaire en politique. Il faut que les gens se mettent ça dans la tête. On n'a pas voté le président Roch pour ses beaux yeux. On ne l'a pas voté parce que c'est un homme de consensus. Quand les gens sortent des arguments comme ça, c'est un faux débat. Nous l'avons voté parce qu'il est l'homme de la situation au niveau du MPP, puisque un parti politique, c'est savoir désigner en son sein l'homme qui est capable de nous faire gagner. Et du point de vue de l'analyse que nous avons au niveau du parti, nous avons trouvé que Roch était l'homme qui est capable de nous faire gagner. Simon a dit, Roch est le meilleur d'entre nous pour la présidentielle. Le docteur Salou Diallo l'avait dit en 2015. Nous reconduisons cela, c'est pour ça. Donc, mais, bien entendu, quand vous présentez à l'électorat un produit, il y a les qualités du produit pour vous faire gagner. Donc, bien entendu, Roch a des qualités individuelles qui nous permettent de gagner, mais c'est la machine du MPP qui a fait gagner le président Roch. Toute autre analyse est une analyse pour l'opposition politique, c'est l'une des pires élections que le Burkina ait jamais connues. Il n'y a pas de quoi être fier d'avoir été élu avec une telle élection. Est-ce que c'est votre avis? Mais c'est quelle opposition politique? L'opposition politique est trop éclectique dans ses analyses. Si vous dites que c'est une des pires élections,
vous y avez participé tous. Sous la direction d'une CENI à laquelle l'opposition a participé. Et deux, ils ont reconnu la victoire du candidat. Mais il y a eu des velléités de contestation qui ont quand même vu le jour. Les velléités de contestation, c'est la politique politicienne. Ils n'avaient aucune preuve. Et d'ailleurs, cette vérité a duré 24 heures. Donc, on ne peut pas dire que c'est la pire des élections. Pour moi, c'est la meilleure des élections. Parce que réussir à organiser les élections dans ce contexte dur du terrorisme, c'est une victoire. Vous voyez la Centrafrique, en dépit de la rébellion, ils ont fait les élections. Parce que aujourd'hui, le président ne contrôle même pas 50% du territoire. C'est totalement différent du Burkina Faso. Mais tout le monde sait que ces 50% sont sous le coup donc, du terrorisme, du moins, pour ne pas dire de la rébellion. Alors, au Burkina Faso, quand même, il faut reconnaître, en 2015, le président Roch a été élu à combien pour cent? 53%. Et combien? 1 million et quelques. 1 million et quelques. En 2020, on a réussi à avoir également les 1 million et quelques électorats. Donc l'électorat du MPP n'a pas beaucoup changé à votre avis? Non, l'électorat du MPP aurait dû changer si on ajoutait tous ces bureaux de vote qui ont été annulés. Vous savez, il y a près de 900 bureaux de vote. Mais certains vous diront que c'est parce que le MPP aussi n'a pas été capable, que dans ces zones du pays, là, on n'a pas pu tenir l'élection. Non, non, non. Je pense que tout le monde comprend le problème du terrorisme quand même. C'est une question nationale. Et tout le monde sait, et même international et sous-régional. Donc on ne peut pas vouloir reprocher au MPP de n'avoir pas organisé des élections, je ne sais pas, au Sahel, dans toutes les communes. On peut pas, même chez moi, au Sourou, il y a 4 communes qui n'ont pas voté. Donc, mais ça, c'est une question qu'on ne peut pas reprocher au MPP seul. C'est une question nationale. Et la CENI, vous m'excusez, hein, devait trouver les voies, les moyens pour faire voter dans ces zones. Bon, mais ils n'ont pas voulu. Parce que pourquoi ne pas faire voter ces zones à haute sécurité la veille des élections? Cette élection, Herman Yameogo, par exemple, d'autres leaders politiques ont dit qu'il ne fallait même pas aller aux élections, il fallait trouver une alternative. C'est ce que certains avaient proposé. Et dans ce pays, les gens veulent aller à un gouvernement. Tout le monde veut aller au gouvernement. Non, il faut que nous luttons pour un renforcement de la démocratie, la compétition. Nous avons lutté pour qu'il y ait le multipartisme. Et qui dit multipartisme dit compétition des partis. Qui dit compétition des partis, c'est dans les mêmes conditions. Si ces conditions transparentes sont là, chacun compétit librement, c'est ce qu'on a vu passer. Mais pourquoi ne pas aller aux élections? Nous sommes allés aux élections, là, il y a eu quoi? Il n'y a rien eu. Donc, c'est pour ça, l'histoire nous donne raison. Et pour nous, MPP, c'était un défi que de réussir ces élections. Mais si vous créez un vide juridique, mais Ismaël, vous voyez le débat? Si on ne part pas aux élections, on fait quoi? On prolonge le mandat du président Roch, l'opposition va crier. On prolonge le mandat des députés. Vous l'avez vu tout de suite, lorsque les députés ont parlé de prolongation de leur mandat, c'était le tollé général. Mais donc, on crée un vide juridique, on le gère comment? Tout ce débat est terminé avec la tenue de ces élections. Donc, Herman est dans une position, vous m'excusez, hein, j'ai lutté avec Herman depuis, depuis le processus démocratique. On a fait conférence nationale ensemble, on a lutté après la mort de Norbert Zongo ensemble. Herman est dépassé. Dépassé. Ça, oui, c'est des hommes politiques dépassés. C'est ça moi que je dis, il est de la génération de Gérard Kango, permettez-moi. Il est dépassé. Pour vous, il doit arrêter de faire la politique? Oui, il doit sortir et faire l'analyse politique intellectuelle, sortir ses livres, le fils de Maurice Yameogo, chercher à magnifier Maurice Yameogo. Sinon, Herman est dépassé par rapport à la situation politique actuelle. Moi-même, je vais être dépassé dans 5 ans. Bientôt alors. Oui, peut-être même vous l'êtes déjà. Peut-être même que je ne comprends pas. Revenons donc sur cette élection de 2020. Oui. 13 candidats. Il n'y avait qu'une seule femme qui était candidate à la présidentielle. Oui. La plupart des candidats ont trouvé que c'était une élection liée tout simplement à la richesse, au portefeuille. Ça veut dire que quand vous n'avez pas les moyens, vous ne pouvez rien remporter. Et quand on voit les résultats finalement, il n'y avait que ceux qui ont eu l'argent qui ont pu avoir quelque chose dans les urnes. Bon, je suis d'accord avec toi. Moi qui ai participé aux élections présidentielles à 2 reprises en 2005 et en 2010, je mesure la place des moyens matériels et financiers dans la campagne. Ça ne force pas la démocratie. Mais c'est ça le problème de la démocratie libérale bourgeoise. Nous sommes pour la démocratie populaire. Vous me voyez comme ça, je suis pour la démocratie populaire. Les élections coûtent trop cher au Burkina. On ne peut pas passer le temps à mettre 30 milliards pour voter. Non, il faut qu'on vienne à une démocratie qui ne coûte pas. Et il faut compter sur les bailleurs de fonds. Mais quelle indépendance vous avez?
il faut que ce soit l'Union européenne, il faut que ce soit l'Allemagne ici. Chaque année, les élections ont un coût. Moi, je suis partisan d'une élection qui ne coûte pas. Et c'est de ce point de vue que j'ai dit qu'en 2005, je suis allé aux élections avec 10 millions. Mais ça ne m'a pas empêché d'animer la vie politique et de Tancé Blaise Compaoré, qui avait ses résultats sur ordinateur en 2005. En 2010, c'est la même chose. Je suis allé avec 30 millions. Mais les élections ont un coût. Mais la particularité des élections actuelles est que les forces politiques avaient tous les moyens. Ah oui. Ah, pas tous quand même. Oui, les grandes forces politiques. Les grandes forces politiques. Voilà, parce qu'on Mais vous savez qu'en 2005, nous étions 13 candidats. Nous étions 13 candidats en 2005. Et cette fois-ci encore, ils sont 13 candidats. C'est comme si l'histoire se répétait. Chacun se retrouve avec environ 21 millions contre 25 millions de caution. Est-ce qu'avec 21 millions, quelqu'un peut battre campagne et obtenir quelque chose? Moi, je suis contre le paiement de l'argent à quelqu'un pour se présenter. Il faut aller au système français. Tu vas te présenter avec tes sous et on vous rembourse si vous avez 6% ou 5%. Mais au Burkina, pourquoi nous, on préfinance? Au Burkina, tant que tu n'as pas 10%, tu ne peux pas avoir le remboursement de ton argent. C'est ça aussi le coût de la démocratie libérale bourgeoise. Hein. Les cautions ont monté. Moi, je me suis présenté... Donc, vous êtes d'accord pour les 25 millions de cautions qu'il faut payer? Non, je ne suis pas pour ça. Pour le montant, je ne suis pas. Mais je ne suis pas non plus qu'on calcule, bon, il y a 25 millions de cautions, donc chaque candidat doit prendre 30 millions. Je suis contre ces choix mathématiques. Moi, je ne suis même pas pour les cautions pour se présenter. Je veux la démocratie populaire. Émile a la capacité de proposer un programme au peuple. Il n'y a pas de caution. Mais la caution est restrictive. C'est les bourgeois qui vont maintenant prendre le pouvoir. Parce qu'il y a une tendance à vouloir mettre la caution à 50 millions. Mais à ce rythme-là, vous voyez moi, Émile, avec 500 000 francs de salaire, être candidat. Je n'ai pas 50 millions. Mais si on continue ce jeu dans des pays pauvres comme le nôtre, où la majorité du peuple est paysan, où le travailleur a des salaires pratiquement en bas de la précarité, et vous voulez des présidents riches. C'est ce que ça veut dire. Bon, alors... Donc, pour vous, il faut réformer le code électoral. Oui, je suis partisan de réformer le code électoral. Et la question des parrainages de candidatures. Parce qu'on a des candidatures indépendantes. Moi, je suis contre les parrainages. On a des candidatures indépendantes qui sont acceptées. Oui. On demande en plus à ces candidats indépendants d'avoir des parrainages politiques. Alors, comment vous expliquez cette bizarrerie électoraliste au Burkina Faso? Je vais vous expliquer. Le parrainage. Moi, quand j'étais candidat en 2005, on m'a demandé le parrainage. J'étais obligé de batailler avec les conseillers municipaux de l'opposition. Non, non, je n'ai pas acheté. Des camarades de l'opposition m'ont donné leurs conseillers pour faire les 50 conseillers qu'il fallait pour le parrainage. Moi-même, j'en avais, puisqu'il fallait l'avoir dans cette région. Bon, le système de parrainage, moi, j'ai toujours été contre. Pourquoi vous voulez que je sois parrainé par quelqu'un qui n'est pas du même bord politique que moi? Or, ce qui va se passer, il faut que les candidats soient parrainés par des députés. Si tu n'as pas de députés, ça veut dire que tu ne peux pas être candidat. Ou bien tu vas aller négocier les députés d'un autre parti pour être parrainé. Ou les conseillers municipaux d'un autre parti. Ça force la démocratie. Mais pourquoi les conseillers de l'UPC vont parrainer Maître Kam, qui n'est pas de leur parti, pour être candidat? Mais on s'amuse. L'adversaire te donne des députés ou des conseillers pour être... Non, moi je suis contre les parrainages. Notre système démocratique n'a pas atteint ce stade. Parce que dans les démocraties avancées comme la France, c'est normal. Il y a de grands poids politiques. Aussi, vous avez remarqué, c'est 4 ou 5 partis qui dominent la scène politique. Au Burkina, c'est presque la même chose. Il faut faire le constat des résultats aux unes et voir qu'il n'y a que 4 ou 5 partis qui se détachent du lot. Le reste, on a l'impression qu'on a affaire qu'à des compléments d'effectifs. Oui, c'est pour ça que j'ai dit que nous sommes toujours dans la construction démocratique, Ismaël. Nous ne sommes pas encore arrivés à une stabilité démocratique où il y a des grandes forces politiques qui s'imposent. Si 5, 6 forces politiques s'imposent sur la scène politique, à un moment donné, effectivement, on peut analyser le parrainage. Il est revenu. Moi, je pense qu'il faut toujours laisser les intellectuels politiques, les intellectuels tout court, comme les CAM, les professeurs Loada, se présenter au peuple. Mais si vous les bloquez par des parrainages, ou bien ils s'en vont prendre des parrainages à leur... ça ne va pas dans le sens de leur... Vous qualifiez ça de quoi? De restriction démocratique? Oui, oui. Ça dit, le parrainage, c'est une restriction démocratique. La montée de la caution de façon exponentielle est une restriction démocratique.
Alors, revenons sur le plafonnement des dépenses. Cette question a été longuement abordée pendant la campagne électorale. On trouve que c'est l'argent, l'argent et l'argent. Et finalement, on n'a plus de démocratie, mais plutôt la plutocratie au Burkina Faso. Non, je suis d'accord avec votre analyse. Parce que quand j'étais à l'opposition, j'étais pour le plafonnement des dépenses. Et nous avons proposé même, M. Sankara est présent, un document qui nous permet de plafonner. On prend un électeur. On dit l'électeur coûte combien? Et on multiplie par le nombre d'électeurs au Burkina. Et on estime que celui qui est candidat, s'il doit avoir accès à tous ces électeurs, ça fait tant de millions. On avait calculé tout ça. Et vous étiez parvenu à combien finalement pour avoir... Bon, ma mémoire n'est pas bonne, mais on avait pris un électeur 25 francs, je crois. C'était quand même dérisoire. Non, ce n'est pas dérisoire. Oui. C'est pour accéder à l'électeur et non pour lui donner de l'argent. Parce que ce qui se passe actuellement, la corruption électorale, quand les gens parlent de corruption, moi j'ai ri. Mais j'ai fait ma campagne en 2005. Je ne suis passé chez aucun chef de village. Je ne suis passé chez aucun chef religieux. Demandez au Moro Nabachi, je suis venu. Demandez au chef de canton de Oukou, je suis venu. Mais les gens m'ont reproché ça. Et voilà, maintenant, tous les candidats courent. Ils arrivent à Nouna. Rako va voir le chef de Nouna. Zéphirin va voir le chef de Nouna. Contre des espèces sonnantes et trébuchantes. Je ne refuse pas de dire, allez les voir, je ne refuse pas de dire oui. Bonjour. Mais si c'est accompagné, tu peux aller voir le chef avec 500 francs. Ah, donc pour aller voir un chef, ça comme moi, je n'avais pas... Donc ça coûte cher. Hein? Et comme moi, je n'avais pas l'argent, j'ai préféré ne pas aller. Parce que je n'ai pas l'argent pour aller dans les 45 provinces pour donner des prébendes. Donc aller saluer comme ça, là, on dit c'est interdit en Afrique. Et comme je n'avais pas l'argent, j'ai préféré ne pas aller. Mais si c'est aujourd'hui, peut-être que... Donc vous avez les moyens maintenant d'aller saluer les chefs. Non, je peux trouver les moyens de ma Alors, politique. la corruption électorale, on en reparle une fois de plus. Pour vous, ça a biaisé le résultat obtenu lors du scrutin du 22 novembre passé? Regardez un peu la configuration politique. Non, mais je ne pense pas. Je ne pense pas que la corruption électorale a trop joué sur le résultat. Bien entendu, le parti au pouvoir a plus de moyens qu'un parti d'opposition. Barry, Maître Farama, il n'y a pas match. Mais Yelikam, ouais. Professeur Kam, ouais. Professeur Loada, Tassambedo. Bien entendu, vis-à-vis de ces gens, on peut dire que l'argent a fait la différence. Mais les CDP, c'est des gros bonnets. Ils ont géré le pouvoir pendant 27 ans. Ils ne reviennent qu'après avoir perdu le pouvoir pendant 5 ans. Ils ont gardé leurs moyens matériels et financiers. Personne n'a sanctionné l'ancien pouvoir par rapport à ses biens. Et le président Blaise Compaoré, on ne va pas me dire qu'il est pauvre. Donc, déjà... Vous voulez dire que c'est lui qui a financé la campagne du CDP? Ah, mais c'est son parti, c'est leur père spirituel. Ils passent le temps à nous dire qu'ils sont allés voir Blaise. Il a dit ça. Ils se demandent l'avis de Blaise sur leur candidat. Mais est-ce que Blaise va faire tout ça sans les financer? Il n'y a pas, mais c'est évident. Il a eu à contribuer au financement du CDP. Alors, donc, on peut dire que le MPP et le CDP sont plus ou moins égaux en termes de moyens financiers. Et l'UPC. Et l'UPC aussi. L'UPC dans l'international libéral. Il a des partenaires à même quand même de le soutenir financièrement. L'UPC a payé en réalité les frais de son organisation interne et de sa déliquescence. Sinon, ce n'est pas le manque d'argent qui a fait perdre Zéphirin Diabré. Bon, Kadré, il est venu. Je me dis qu'il n'est pas zéro. Parce que ce grand ancien Premier ministre, grand fonctionnaire international et qui a de fortes relations, comme Ablacé le dit. Ablacé aussi a dit ça, non? Qu'il a de fortes relations internationales, donc financières et autres, tout ça. Mais visiblement, ça n'a pas servi à grand-chose quand on voit son résultat. Non, les résultats, ce n'était pas les moyens financiers. Les résultats, c'est... Comme vous allez sortir un parti en un an, et vous allez gagner les élections présidentielles. Donc c'est méconnaître le peuple burkinabé oui. que de se dire que je sors un parti un an après, je vais aux élections. Ah oui, la maturité du peuple burkinabé a augmenté. On ne le mesure pas. Ce n'est plus ce peuple de 1991 où il y avait les pistolets dans son dos ou sur son crâne. Parce que Blaise inspirait la crainte. Il n'inspirait pas la démocratie. Mais après Blaise, les luttes héroïques que le peuple a menées, les différentes élections auxquelles le peuple a participé, mais ça a renforcé la maturité du peuple. Au point qu'aujourd'hui, quand vous regardez, est-ce qu'il y a des résultats de 80,3 à une élection? Roch est passé en 2015 avec 53%.
Cette fois-ci, c'est 57,180%. C'est des résultats dont on sent qu'il y a le choix libre du peuple. Sinon, quand nous se prenons en 2005 et en 2010, mais Blaise avait 80%. 80% des oui, électeurs. Et qu'on appelait ça le score soviétique ou stalinien. Alors, revenons sur les législatives. Là aussi, on a vu un peu une reconfiguration. On a le MPP qui arrivait en tête, suivi donc du CDP, le NTD et l'UPC. Alors là, c'était la grosse surprise. 4e, finalement, Zéphirin Diabré. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour vous? Non, on le voyait venir. On voyait venir la chute spectaculaire de Zef. Pourquoi? Si vous avez remarqué, Zef est le chef des insurgés, Ismaël. On se croisait en train de marcher et vous vous souvenez, le 28, Zef a dit ça passe ou ça casse le 30. 28 octobre 2014. 2014. Zef, le chef du CFOP, patron des marches pour l'insurrection, a dit ça passe ou ça casse. Ou bien, effectivement, ça a cassé. La loi n'a pas passé et l'insurrection est venue. Mais l'après-insurrection et la participation aux élections de 2015, Zef est venu avec un bon score qu'il faut respecter. 33 députés. Mais que s'est-il passé? Il a mal négocié le virage. Le MPP a proposé que les partis insurgés, quel que soit celui qui gagne, il faut que nous fassions un gouvernement post-insurrectionnel, un gouvernement d'alliance populaire pour continuer les réformes inachevées que la transition nous a léguées. Il y avait beaucoup de chantiers. Les dossiers pendants n'ont pas été jugés. La 5e République n'était pas faite. Le Hkouroun n'était pas installé. Donc il y avait beaucoup de chantiers qui justifiaient un gouvernement d'alliance populaire. Mais l'UPC a... Mère Sankara a compris le jeu. L'UPC est allé à l'opposition. Zef se complaisait dans son rôle de chef de file de l'opposition. Et c'était une erreur grave, historique. Comment le peuple peut voir Zef à la tête des insurgés et le retrouver après les élections assis avec avec le CDP? Est-ce que pour vous, le peuple a regardé. Est-ce que pour vous, Zéphirin Diabré a fait preuve d'amateurisme politique sur cette question? Bon, Zéphirin, je ne vais pas dire amateurisme politique, mais le problème de Zef, c'est ça aussi la faiblesse des gens qui rentrent en politique. Son parti a été créé en 2012. Il était militant du CDP, de l'ODPMT. Après, il a quitté la scène politique, allé chercher des postes juteux. Il revient, je ne sais pas s'il avait une méconnaissance du peuple, mais le peuple n'a jamais accepté qu'immédiatement, sans qu'on ait épuisé les dossiers de l'insurrection, sans qu'on ait épuisé les dossiers pendant, que Zef dise, ah, lui il est chef de l'opposition, lui il compose avec le CDP, et il dit qu'il y a 3 baobabs au Burkina, le MPP d'un côté, et les 2 baobabs CDP et l'UPC de ce côté. Il ne sait pas que la maturité du peuple va être très dure. Et encore, le parti de Zef, si vous voyez l'historique de sa formation, Zef a ramassé un conglomérat d'intellectuels qui chacun avait ses ambitions personnelles. Et il était difficile de faire l'opposition avec tous ces gens. La conséquence, il n'a pas su que dans son propre parti, un bon pan n'est pas d'accord sur ce choix, acculé par leur électorat qui les a votés. Et vous avez vu le parti aller en déliquescence. De 33 députés, 13 ont quitté. Mais avant que ces 13 ne quittent, vous avez vu Wali, le grand stratège politique, homme politique, secrétaire politique du parti, qui a quitté. Donc il a eu raison. Et Kembe, il a eu tort d'avoir eu raison plus tôt. Ah oui, alors. Wali a eu raison. Parce que Wali, vous voyez, Wali, c'est un vieux militant du PAI. Hein. Donc ce n'est pas un homme ramassé comme ça. Il a été militant dans le mouvement scolaire, le mouvement étudiant. Il a milité au PAI, ce sont nos grands frères. Il a quand même une analyse de la chose politique. Donc, au lieu d'écouter son analyse politique, son secrétaire aux questions politiques, Zef n'a pas suivi. Mais l'histoire lui donne raison. Puisque Zef lui-même vient de plonger au pouvoir. Mais trop tard. C'est le médecin après la mort. Vous pensez que c'est tard pour Zéphirin d'arriver au pouvoir? Oui, il plonge à un moment. Vous plongez à un moment donné où vous êtes entre la mort et la vie. Zéphirin, si tu analyses politiquement les résultats, Zéphirin est entre la mort et la vie. Donc il s'accroche à tout ce qui peut lui permettre de survivre. Donc c'est pour ça qu'il a plongé dans le pouvoir. Or, s'il avait fait l'alliance au moment en 2015, après la première victoire du président Roch,
je suis sûr que ce parti allait se porter mieux. On a l'impression que l'arrivée des Zéphiriens, donc au niveau de la majorité, vous déchante un peu. Personnellement, vous connaissez mon point de vue. Personnellement, j'ai toujours dit l'opposition s'oppose, la majorité gouverne. Mais il n'est plus chef de file de l'opposition politique, il a opté de soutenir la majorité maintenant. Bon, Ismaël, l'histoire du chef de file de l'opposition. J'étais à l'Assemblée, c'est nous qui avons rédigé le statut du chef de file de l'opposition. Et le premier chef de file de l'opposition, c'était le professeur Kizerbo, qui n'a pas voulu assumer. Puis après, c'était Gilbert, qui n'a pas voulu. Après, c'est Maître Sankara. À partir de 2009. Zef est venu retirer ça dans les mains de Sankara. En 2012. Mais est-ce que Sankara a plongé au pouvoir? Il a retiré, ce qui est normal du point de vue électoral, des mains de Sankara. Mais Sankara est resté à l'opposition avec lui. L'argument est trop léger de dire le peuple a décidé que je ne suis plus chef de file de l'opposition, donc je plonge au pouvoir. Mais c'est assez léger. Mais il a parlé des décisions souveraines, il a parlé également Non, de ses anciennes relations et amitiés avec le président Roch Kaboré. C'est là encore la bêtise de Zef. On ne part pas dans un gouvernement parce qu'on aime la tête de Roch, parce qu'on a bu le whisky ensemble, parce qu'on est copains. Mais attends, vous croyez que Zef est plus copain à Roch que moi? Moi, je connais Roch depuis le mouvement étudiant en 1978. Simon, Salif Diallo, depuis 1978, il est plus copain que Roch que moi. Et pourquoi j'ai fait l'opposition? Pendant des années, face à Roch, on fait l'opposition sur la base d'un programme politique qu'on présente au peuple. Et si on doit aller au gouvernement, c'est sur la base de ce programme politique. Sinon, les relations personnelles là, mais Zef et moi, on n'a aucun problème. Wali, on n'a aucun problème. Mais Achille Tapsoba, qui est à l'opposition, on est de la même génération. Donc pour vous, Zéphirin aurait dû... Oui, je l'ai encadré dans le mouvement CDR. Mais est-ce que ça suffit pour aller plonger au pouvoir parce qu'on aime les... parce que Roch est son copain? Écoutez attentivement Émile Paré, Zéphirin Diabré aurait dû rester dans l'opposition politique? Non, c'est tout à fait logique. On vient de tenir les élections. Mais les discours de Zef sont là. Les discours sont encore récents. Hein? Le MPP là, il n'a rien fait. Le MPP là est comme ça. Mais est-ce qu'un mois après, il est logique de venir s'associer? C'est un viol du choix du peuple. Le peuple qui l'a voté, l'électorat qui l'a voté pour qu'il soit en opposition au MPP. C'est ça la démocratie. Mais il plonge comme ça. Et vous voulez que moi, Émile, intellectuel politique, analyste politique, grand militant devant l'éternel, que je dise qu'il a raison? Non, Ismaël, permettez-moi quand même d'avoir cette indépendance intellectuelle d'analyse. Il est libre de faire son choix, puisque nous ne savons même pas s'il a été appelé personnellement, parce qu'il connaît Roch, ou s'il a été appelé en tant que président de l'UPC. Parce que Zef est toujours le chef de file de l'opposition. On n'a même pas installé encore Eddy. Il est toujours le chef de file de l'opposition. Et souvenez-vous bien, ils ont signé un contrat en cas de deuxième tour contre le MPP. C'est lui qui conduit. Mais nous avons vu Zef venir, lorsqu'après les élections, au lieu que ce soit Zef qui assume son rôle de chef de file de l'opposition, il met Taïrou au devant. Lui aussi, par inexpérience politique, se saisit du micro, parce que dire qu'il est le président du mois, c'est un faux fiant. Il y a un chef de file de l'opposition qu'il dirigeait. Donc, le chef de file de l'opposition devait toujours concerter toute l'opposition et prendre une position. Au lieu de cela, on a laissé le pauvre Taïrou aller s'égosiller, alors qu'il n'est même pas sixième. Taïrou, il s'est brûlé les ailes dans cette affaire. Il s'est brûlé les ailes, allez-y lui demander. Ce n'est pas une expérience politique. Sinon, c'est Zef qui doit parler. Alors, de toute façon, on spécule, on débat. Dans tous les cas, Ismaël, on débat, il est libre, de son parti est libre de leur choix. Mais moi, je fais l'analyse en tant qu'analyste politique. Mais il va payer les conséquences. Payer les conséquences? Ah oui, c'est clair. Ça veut dire quoi, payer les conséquences? Payer les conséquences, je pense que dans les années à venir, il risque de perdre encore davantage comme les années passées. Parce que l'électorat qui est resté avec Zef est l'aile radicale de l'opposition. Donc, cette aile ne s'y retrouve pas. Donc, il va avoir maille dans son propre parti. C'est pour ça que j'avais dit que, du point de vue de la science politique, Zef, ayant 33 députés, il y a eu le départ de son cheval politique. Il y a eu le départ du député Kemdé. Il y a eu le départ des 13 députés
Il va aux élections. De 33, il tombe à 12. Jeff devait tirer les conséquences, organiser un congrès, démissionner de la tête du parti pour permettre au parti de revivre. Mais s'il s'accroche et il plonge comme ça au pouvoir, au nom d'une prétendue réconciliation, je crains fort qu'il perde des plumes d'ici 2025. C'est un peu mon point de vue, voilà, en tant qu'analyse politique. Voilà qui est clair. Vous parlez de prétendue réconciliation, alors qu'on a érigé tout un ministère d'État auprès du président pour la réconciliation. Est-ce que vous pensez que c'est un portefeuille taillé sur mesure avec une coquille vide? Zef, Ismaël, moi, Emile qui suis assis là, j'ai un problème avec quelqu'un. Le peuple burkinabé a-t-il un problème avec quelqu'un? Le peuple est réconcilié depuis longtemps. Le peuple là, mais attends, je croise les Moussi, les Samo, les opposants, on boit la bière ensemble. Mais où est le problème? La question fondamentale de la réconciliation, je vais vous dire, il faut aussi partir à l'histoire pour savoir quel contenu on va donner. La question de la réconciliation a commencé depuis les années 90. Conférence nationale souveraine, il y avait des morts, des tueries, la démocratie, parti unique, ODPMT. Et le chantre de la réconciliation, je le dois, c'était Herman. Chemin faisant, on a fait le premier forum de réconciliation en 92. J'étais à l'opposition. Ça a été bloqué parce que le pouvoir ne voulait pas qu'on parle de certains dossiers emblématiques. Puis est venu l'assassinat de Norbert Zongo, où il y a eu encore véritablement le colère des sages, mais qui a tout fait. Et il y a eu la journée de la réconciliation de mars 2000. Oui, cette journée nationale du pardon. 2002. La journée nationale du pardon, qui n'a absolument rien donné du reste. Mais pourquoi ça n'a pas donné? C'est pour ça qu'il faut aller en arrière. Parce qu'on a voulu sauter la vérité et la justice sur les crimes impunis. On a voulu consacrer l'impunité. On se retrouve, on dit, bon, vous prenez tant de millions, on s'excuse d'avoir tué par-ci, par-là, mais on ne sait pas qui a tué. Et on dit, on s'engage à ne plus tuer. Et puis on continue de tuer. Donc, le journée de pardon n'a pas résolu le problème, parce que toute la classe politique et la société civile, vous vous souvenez, n'a pas participé. Donc, la question de la réconciliation a continué. Vous avez vu ce qui s'est passé. L'insurrection. On a tué. Le coup d'État. On a tué. Donc, ça veut dire que la question de la réconciliation, là, il faut lui donner un contenu clair. Et le chantre nouveau de la réconciliation, c'est la CODEL animée par mon ami Ablassé. Mais c'est Ablassé qui devait être même le ministre de la Réconciliation. Parce qu'il a entamé, sous la bannière en tout cas, d'un certain nombre de partis, des contacts. Le MPP l'a reçu, tout le monde l'a reçu. Bon, maintenant, on nous parle d'un ministère de la Réconciliation. Ministère d'État, s'il vous plaît. Il y a eu le Ashkroun, qui est une exigence des insurgés, qui a été mis en place par le président Roch et qui avait un mandat de 5 ans. Mais quels sont les résultats du Ashkroun? Je ne vois pas, en tout cas, je ne vois pas, Jeff, il va repartir, recommencer les dossiers, ou bien il va prendre les résultats des dossiers du Ashkroun et puis mettre en œuvre. Bon, j'attends de voir. Est-ce que vous pensez que le ministère d'État pour la réconciliation a pour mission de faire revenir Blaise Compaoré? Bon, dire qu'il a pour mission, pour moi, le président Roch a été clair sur sa vision de la réconciliation. On ne va pas faire la réconciliation en piétinant l'impunité. On ne va pas faire la réconciliation en n'ayant pas la vérité et la justice. Voilà le schéma du président Blaise Compaoré. M'excusez. Schéma du président Roch Kaboré. Si Zef est venu pour appliquer ça, c'est tant mieux, on attend. Mais il n'est pas venu pour Blaise Compaoré. C'est vrai qu'il a collaboré avec Blaise Compaoré. Il a collaboré avec le MPP à l'opposition. Il a collaboré avec le CDP à l'opposition. Il semble être dans les couloirs de tous ces gens. Mais je ne crois pas que la réconciliation, si on dit que la réconciliation, c'est pour faire venir Blaise Compaoré, c'est très grave. C'est très grave. Mais je ne suis pas contre le retour de Blaise Compaoré, comme le président l'a dit. Mais il n'a qu'à venir répondre comme tout citoyen burkinabé. C'est le plus reproché dans sa gouvernance Burkina Faso. D'ailleurs, même dans la réconciliation, il faut amener Blaise à renoncer à sa nationalité ivoirienne. On ne peut pas faire venir quelqu'un qui a une nationalité douteuse. Il faut qu'il renonce à cette nationalité qu'il a eue en Kakatimi, lui et François, avant même qu'on nous parle de réconciliation. Je dois vous dire que si vous l'amenez comme ça, bonjour les dégâts.
Non, il faut Voilà avoir qui est le clair, courage. Émile Paré. Je voudrais vous entendre rapidement en une minute sur un fait politique majeur. Oui. C'est l'entrée au gouvernement de Bénéwindé Sankara, ministre de l'Habitat et des Villes, qualifié de ministre des non-lotis. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose pour sa carrière politique et pour lui-même, pour tout ce qu'il a fait pour le MPP? Ah oui, je pense même que c'est logique. Parce que Maître Sankara, il a fait 5 ans. D'abord, il nous a soutenus activement, participé à la mise en œuvre du programme avec 2 ministres de l'UNI. Donc, Koutou et Bachier. Et lui-même, il était le premier vice-président de l'Assemblée. Donc, au bout des 5 ans, comme moi j'ai dit, moi je suis pour le changement. Et ce n'est pas la peine qu'il reparte encore à l'Assemblée pour être premier vice-président, deuxième, troisième ou c'était court. Il a estimé que si nous sommes dans l'Alliance, il faut qu'il participe à la gouvernance en étant au gouvernement. Je pense qu'il a fait un bon choix. Voilà qui est clair. Maintenant, oui. à mon humble avis, j'aurais mis ce dirigeant politique comme ministre d'État, comme ZEF. Au minimum. Oui, oui. Mais on peut créer 5 ministres d'État. Pourquoi donc Maître Sankara ne mérite pas le poste qu'on lui a offert? Non, j'ai dit qu'il fallait faire ministre d'État chargé des villes. Pourquoi? Il peut être ministre d'État. Quand même, il a été vice-président de l'Assemblée. Et c'est notre partenaire stratégique. Pourquoi il ne va pas être ministre d'État et ZEF va venir être ministre d'État? Pourquoi? Mais il n'y a aucune explication politique et idéologique. Voilà qui est clair. En tout cas, on espère que le président du Faso vous a entendu. Oui, le président du Faso m'entend bien. Il me suit toujours. Voilà qui est clair. Une dernière question, Émile Paré, avant de terminer l'émission. Avez-vous été consulté pour être ministre? Non. Et ça vous choque? Non, ça ne me choque pas. Mais à l'allure où vont les choses, vous allez finir à la retraite sans être ministre. Mais ça fait quoi? Si le président Roch estime que je ne dois pas être ministre, mais je ne sais pas où se trouve le problème. Je vous ai toujours dit qu'un gouvernement se forme avec des objectifs précis. Tu vois pareil, Émile, dans la réconciliation, bizarre. Tu me connais? Donc, je pense qu'on lit ma pensée peut-être. Mais le combat continue. Oui, le combat continue parce que ce gouvernement, quand même, il y a pas mal de mes positions qui ont été tenues compte. Il y a 25 ministres, quand même, du MPP. Donc, le gouvernement est hautement politique. Voilà. Donc, je peux dire que chacun a son intérêt dedans. Est-ce que vous pensez que c'est un gouvernement de transition? Ce n'est pas un gouvernement de transition. Quand je lis ce gouvernement, le président Roch veut réaliser la priorité de ses priorités. Il a 10 chantiers prioritaires. Mais il a choisi de mettre un gouvernement pour régler le premier chantier. Puisqu'il a dit dans son programme que dans les 6 mois à venir, il va régler la question de la réconciliation en faisant un forum de réconciliation. Donc il a mis un gouvernement pour la réconciliation. Je ne dis pas que ce n'est pas un gouvernement de transition. La logique, c'est ce que je voulais dire. Si on demandait mon point de vue sur le schéma de la réconciliation, on devait laisser le Hkroun achever ses résultats, appeler toute la classe politique qu'il a consultée à un forum de réconciliation et sortir des recommandations consensuelles. Et peut-être on peut imaginer parmi ces recommandations la mise en place d'un gouvernement de réconciliation ou bien un gouvernement d'union nationale. Voilà qui est clair, Émile Paré. Et si on faisait ça, où on allait mettre Zéphirin Diabré pour vous? Et après le gouvernement de réconciliation, donc après le forum de réconciliation ou bien avant, si votre proposition avait été prise en compte. Mais Zéphirin fait l'opposition. Mais il s'est présenté avec un programme d'opposition, Ismaël. Pourquoi vous voulez qu'il soit au gouvernement? Mais si c'est comme ça, il dit n'a qu'à venir. On s'arrête là pour aujourd'hui. Merci à vous. Merci, Ismaël. Alors, le docteur Émile Pargui Paré, on l'appelle affectueusement le chat noir du Nayala. Il était l'invité de votre émission Le Grand Déballage de ce jour. Il a donné sa vision sur la situation politique actuelle du Burkina, mais aussi, surtout, il faut le signaler au passage, il est le directeur général des écoles de santé publique au Burkina. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, ainsi prend fin le rendez-vous de ce jour. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis et à très vite sur nos antennes. Bonsoir chez vous.